Mireille Youssef qui va venir nous parler d'un réseau international de cabinets d'avocats de Latham Watkins. Est-ce que Mireille, vous nous entendez de la salle? Oui, oui, je vous entends. J'essaie d'activer ma caméra, ça sera un peu plus poli. Voilà. Merci. Bonsoir à tous et à tous. Je vais être malheureusement assez rapide parce que j'ai un autre. La journée commence aux US, donc je vais devoir commencer les meetings à 18h30. Je suis navrée, donc je vais être rapide et très pratique. Je n'ai pas de présentation parce que je me suis dit que ça serait plus intéressant, en tout cas pour ma partie, de vous partager mon expérience. Je ne présente pas le cabinet du coup Latham Watkins. Je peux juste vous présenter un tout petit peu notre département qui s'intitule Research and Library. En ce qui me concerne, concernant mon poste, je suis en charge de gérer toutes les équipes Research and Library en Europe et au Moyen-Orient. Et donc, je peux peut-être partager mon expérience sur, et je trouve que la relation avec tout ce qui a été dit avant, et notamment, je partage complètement tout l'article très intéressant et la présentation très intéressante d'Emmanuel Barthes, parce que nous vivons actuellement exactement, et ça faisait partie de tout mon plan de cette présentation, nous avons les mêmes questions, en tout cas moi, c'était des questions plutôt que des solutions. Donc, pour faire rapide, effectivement, les politiques globales venant des US, accentuées évidemment par la pandémie, et d'avoir zéro espace dédié à la bibliothèque, d'avoir 100% de nos ressources de recherche d'informations électroniques, ce qui est donc possible aux US et parfois difficilement implantable dans nos bureaux européens. Donc, j'ai plutôt l'expérience, en tout cas pour la France, mais je peux aussi partager celle des autres bureaux européens, notamment l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, Londres et l'Angleterre, Londres pardon, et Bruxelles. La difficulté qu'on a, et c'est celle que vous avez tout à fait relevée pendant les présentations préalablement, c'est que la première question qui va se poser pour nous, quand on nous demande en fait de réduire au maximum, voire ne plus avoir d'espace dédié à nos fonds papier, donc aux bibliothèques, c'est de se dire le tri, la sélection. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on garde compte tenu du peu d'espace qu'on va avoir? Donc, il faut vraiment garder l'essentiel, c'est-à-dire ce que nous ne trouvons pas actuellement, je parle pour le bureau de Paris, ce que nous ne trouvons pas actuellement auprès de nos éditeurs en version électronique, ce qu'on va devoir archiver. Mais là aussi, il faut imaginer le coût que cela peut avoir par rapport à la demande. Donc, est-ce que ça vaut le coup pour nous, en tant qu'entité privée, de conserver une collection aussi belle, aussi ancienne qu'elle soit, parce que le cabinet Latham a de très belles anciennes collections, mais la question se pose pour nous de savoir si elle est demandée 1 à 2 fois dans l'année, si nous en avons un besoin 1 à 2 fois dans l'année, se pose la question de savoir pour nous, est-ce que c'est intéressant, alors je dirais presque financièrement, compte tenu du coût de la place aujourd'hui, de conserver ces collections papier, et enfin, ce qu'il faut jeter. Et alors ça, en tant que professionnel, en tant que documentaliste de formation et de métier, c'est quelque chose parfois qui est très difficile. Et c'est surtout qu'on a tous cette inquiétude, et je ne reviendrai pas dessus, du coup, je saute cette partie de ma présentation sur la dépendance à nos éditeurs, le fait de ne plus avoir de papier. Donc, toutes ces questions-là, en tout cas, voilà, je voulais partager avec vous notre expérience qui est en plus actuelle, notamment au bureau de Paris. Voilà, sur cette sélection, quand se pose pour nous la question de réduire nos espaces, la question de la sélection de l'information que nous devons garder. Il y a aussi dans cette politique globale de réduction des espaces bibliothèques, donc effectivement, parce qu'il y a un coût de l'espace, aussi parce que ces espaces sont dédiés maintenant à ce qu'on appelle du flex office, et aussi parce que la politique un peu de nos départements au niveau global, de Research Library, donc documentation,
C'est plus de la réflexion, alors honnêtement aussi par rapport à un nombre de personnes travaillant au sein de ces départements, c'est aussi de réfléchir sur hem, la valeur ajoutée de notre travail. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte on estime en fait, et je parle là de politique plus globale, que si nous sommes une partie de notre travail est détachée, de tout ce qui est lié à la gestion d'un fonds, papier, donc une bibliothèque, va nous va avoir moins de tâches administratives, entre parenthèses, en tout cas, liées à la gestion d'une bibliothèque, pour se dégager plus de temps aux recherches. Donc c'est une politique, en tout cas globale aujourd'hui, qui nous est demandé d'implémenter, enfin qui m'est demandé d'implémenter dans chacun des bureaux en Europe. Et donc, à Paris aujourd'hui, nous n'avons plus d'espace bibliothèque chez Latam. Nous avons juste 2 étagères, et parfois des petits espaces, à droite et à gauche, dans des couloirs ou, des petites pièces où on arrive à trouver de la place, ce qui pose des problèmes de mise à jour de nos catalogues et cetera, de notre catalogue. Mais, voilà, la problématique première pour nous, voilà, c'est la sélection de l'information, de la dépendance effectivement, à nos éditeurs, et quand nous avons des solutions alternatives électroniques, la question aussi se pose pour nous de la fiabilité et de la viabilité de cette information. Alors je ne reviens pas, François présentait très bien aussi, la problématique des ouvrages, en ligne. Nous avons également les mêmes interrogations, donc excepté le fond d'ouvrages qui est très compliqué pour nous, raison pour laquelle nous avons encore quelques étagères pour les ouvrages où il n'y a pas d'alternative en ligne, ou des PDF, en tout cas pas satisfaisants, en tout cas à mettre à disposition de nos utilisateurs. Mais en tout cas, voilà, nous, on va avoir une réflexion sur toutes ces problématiques de disposition, de mise à disposition, de nos ressources électroniques, de dépendance, et notamment sur les revues. On parlait tout à l'heure de constituer parfois ses propres, archives numériques. Je crois que c'est Emmanuel Barthes qui mentionnait cela. Il y a certaines revues effectivement, et même si on a des abonnements en ligne, il s'avère qu'il n'y a pas vraiment de moteur de recherche qui fonctionne très bien sur certains titres. Donc, nous numérisons nous-mêmes, ou nous conservons, stockons nous-mêmes sur nos espaces de stockage partagés, des collections, pour être certains de pouvoir retrouver ces revues qui sont beaucoup demandées et pour lesquelles on n'a pas vraiment de solution alternative pertinente, en tout cas dans la recherche. Donc voilà, je vais pas j'avais beaucoup de choses à vous dire, mais je pense que voilà, compte tenu du temps, je vais faire un petit peu court. Je veux juste vous dire, peut-être terminer par, faire, partager l'expérience au niveau européen, la difficulté qu'on peut avoir entre chacun des bureaux, sur, la possibilité ou pas de réduire ces espaces bibliothèques. Ce qui est possible de faire à Paris, honnêtement aujourd'hui, même si tout pour nous n'est pas électronique, disponible électroniquement, l'est encore moins dans d'autres pays européens. Et étonnamment, enfin pour moi, c'était peut-être quelque chose d'étonnant. Par exemple, en Allemagne, nous avons 4 bureaux en Allemagne. Alors comme le disait très bien Jean, c'est vrai qu'il y a une culture académique en Allemagne très, très forte. Donc je passe sur les aspects culturels, où proposer le tout online est assez compliqué. Mais enfin ça, c'est un sujet qui existe maintenant depuis plus de 20 ans. Mais pour le coup, d'enlever des espaces bibliothèques dans certains bureaux, voilà, comme en Allemagne, encore une fois, c'est quelque chose qui est très, très mal perçu. Et c'est surtout que les éditeurs sont encore moins prêts qu'en France ou ailleurs, à offrir, en tout cas oui, à mettre à disposition des alternatives online. Donc il y a principalement 2 grosses bases de données pour l'Allemagne, pour mettre à disposition l'information juridique, quand voilà, en France, où on en a évidemment beaucoup plus, ainsi qu'en Espagne. Et je terminerai par dire aussi que, étonnamment, pour le même éditeur, parce qu'en Espagne, en France, en Italie, on peut retrouver un peu les mêmes groupes. En fonction de la juridiction, l'offre est absolument différente.
Euh, et ce que je peux parfois obtenir auprès d'un éditeur que nous partageons aussi à Paris, pour ne citer qu'un gros éditeur qui met à disposition des mementos. Et je rejoins Jean, je crois que vous parliez de ça tout à l'heure. Ce que j'ai pu, voilà, ce qu'on peut obtenir en Espagne, d'avoir un fonds sans année glissante pour conserver les mementos sur donc leur plateforme, qui est la même et qui ne porte pas le même nom, et effectivement difficile d'accès à Paris. Donc voilà, c'était juste pour vous partager mon expérience en tant que cabinet international, d'implémenter des politiques globales, en l'occurrence qui viennent des US, en sachant que ce qu'il est possible de faire aux US l'est peut-être un peu moins en Europe, et d'autant plus qu'il y a des disparités entre chacune des juridictions en Europe. Voilà, je ne sais pas si je serai encore disponible pour quelques questions, bien évidemment, si vous en avez. Merci beaucoup.